Merci aux organisateurs. On se sent seul, hein, mais même si on est nombreux, se sent souvent assez seul et se retrouver en sachant que bon, on partage quand même un certain nombre de points de vue, ça fait du bien, il y en a besoin. Ce soir, je vais dire beaucoup de mal, avec une grande franchise des dirigeants israéliens, des dirigeants occidentaux, des non-musulmans d'une façon générale. Je vais prendre une petite précaution oratoire. C'est une histoire que j'ai recueillie sur les réseaux sociaux de Sharq al-Awsat, c'était en langue arabe, c'est un cheikh Mutadayyin Multahi qui racontait ça, un monsieur très religieux, et j'ai un peu changé son histoire, enfin je l'ai un peu simplifié, mais c'est exactement ce qu'il disait. Il disait, moi je connais trois individus, un chrétien, un juif, un chrétien, un musulman, ils avaient fait un concours, ils avaient dit quel est le plus horrible de nous tous, d'accord? Alors le juif, il avait pris un énorme bâton et il avait tapé sur une vieille femme jusqu'à la faire tomber au sol évanouie. Il avait dit, vous voyez, c'est moi le plus horrible de nous trois. Et puis l'autre, on va dire le chrétien, il avait dit non, désolé, c'est moi le pire de nous trois. Parce que vous voyez, moi, j'ai rien fait, mais c'est moi qui ai fourni le bâton. Hein? Et puis le troisième, je suis désolé, vous avez applaudi trop tôt, c'était le musulman. Le musulman, il a dit, non, c'est moi le pire de tous. Parce que vous voyez, la dame là qui est au sol, c'est ma mère. La file des camions qui ne rentrent pas dans Gaza, c'est quand même Abdel Fattah Sisi, c'est MBS, je ne veux pas personnaliser, mais c'est des dirigeants qui ont des attitudes absolument inqualifiables. Il faut aussi les associer. Voilà, alors après on peut dire... non, mais moi j'emploie souvent cette image-là. Il y a d'autres terrains sur lesquels on va peut-être discuter, les valeurs occidentales, les valeurs musulmanes. Je dis, mais moi je crois que les valeurs, elles sont partagées. Les valeurs, on les a tous, c'est notre capacité à les mettre en pratique quand elles nous coûtent quelque chose. Hein. Parce que, est-ce que si c'est un musulman, ben, peut-être bien, mais en tout cas, il n'applique pas les valeurs de sa religion. Donc, mais je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. J'ai la conviction que si nous voulons nous documenter sur ce qui se passe... Non, je voudrais dire à quel point j'ai été ému par le témoignage qu'on a entendu et je prends appui sur ce témoignage. Et l'idée de mon intervention, c'est comment on peut en être arrivé là. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire comment on est arrivé à un tel degré de passivité? Comment ça se fait qu'on laisse faire ça? Comment ça se fait qu'il y a les files de camions à l'entrée, mais qu'il n'y a pas quand même assez? Et bon, c'est donc... Essayez d'être utile. Donc, je ne vais pas vous asséner l'histoire du conflit israélo-arabe. On la connaît par cœur. Toute personne, il ne faut pas ouvrir CNews, mais il n'y a pas que CNews. On peut tous s'informer raisonnablement de la structure historique de ce conflit. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je veux m'exprimer sur un niveau où je pense pouvoir apporter un petit peu de plus-value, c'est-à-dire pas parler des Gazaouis, mais parler des Français, et parler des Occidentaux. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est à un tel niveau de contre-performance dans notre réaction face à ce qui se passe? Il y a quelques semaines, je m'exprimais à Marseille et on sortait d'une manifestation. Et j'ai dit, vous savez, le titre de ma conférence, c'est très simple. Pourquoi on était 2500 tout à l'heure? Et que même à New York ou en Irlande, ils sont 300 000. Parce que la situation des Français est pire et plus mauvaise, bien sûr, que les Espagnols, bien sûr que les Britanniques. Nous sommes vraiment la lanterne rouge. Et c'est un petit peu là-dessus que je veux essayer. Parce que si on arrive à déconstruire, si on arrive à comprendre ce qui nous arrive, peut-être qu'on peut essayer de dépasser ça. Donc ce que je veux faire, c'est déconstruire le narratif, comme on dit, en paraphrasant l'anglais, israélien, que nous avons adopté, intériorisé, dont nous ne parvenons pas à nous distancier, montrer bien sûr ces contradictions aiguës, mais comprendre pourquoi il y a un rapport de force politique si désavantageux actuellement. Ça n'était pas le cas il y a 20 ans ou 25 ans. Donc si on comprend ça, au moins on sait à quel ennemi on s'adresse. Est-ce qu'on importe le conflit israélo-arabe en France? J'aime bien personnaliser, des fois, peut-être vous n'êtes pas obligé de savoir, mais mon background personnel,
c'est que j'ai eu la chance de vivre pendant 20 ou 25 ans dans le monde musulman, dans tous les pays de la région, 7 ans en Algérie, 5 ans en Égypte, 6 ans au Yémen, 5 ans en Syrie et au Liban. Asbah arabi ila haddin, mais je suis aussi turc jusqu'à un certain point, jusqu'à au moins 5 ou 6 dents de devant qui sont entièrement turques, et c'est très très récent. Bon, hein. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance d'aller en Palestine. C'était pas du tout un voyage intellectuel, c'était un voyage de chrétien. C'était ma marraine qui m'avait payé un pèlerinage en Palestine. Autant vous dire que j'ai absolument rien compris, parce que j'ai vu que des chrétiens, que des églises, mais j'ai ramené quand même une anecdote qui m'a beaucoup marqué. On était à Jéricho et il y avait déjà ce qu'on appelait des camps de réfugiés, et l'autobus s'est arrêté et un jeune au bord de la route, moi j'étais d'un ridicule absolu, j'avais une cravate à élastique sur mon blazer bleu. Enfin, quand je revois ces photos, j'ai honte, mais c'était comme ça. J'avais évidemment une grande frange blonde, hein, bien sûr. Et ce petit garçon, cet adolescent, il m'a dit « Les Juifs ont pris mon pays ». Moi, j'avais 16 ans. Donc, j'étais, je crois, en 3e. Mais je suis resté comme ça. Quoi ? Les Juifs, c'est qui ? Les Juifs m'ont pris mon pays. Ça veut dire qu'un lycéen, à l'âge de 16 ans, un lycéen qui n'était pas plus analphabète que les autres, il n'avait pas eu une seule fois l'occasion d'être informé des conditions de la création de l'État d'Israël. Israël, c'était, vous savez, les gens qui faisaient pousser des fleurs dans le désert. Hein ? Moi, j'appelle ça la culture de Paris Match. Les Israéliens, c'était les gens qui faisaient des miracles. Dans le désert, il y avait des crottes de chameaux avec des Arabes et du pétrole. Et eux, ils arrivaient, ils faisaient pousser des fleurs. C'est tout ce qu'on savait. Donc, le conflit israélo-arabe, il a toujours été importé en France. Mais seulement la version israélienne. Ce qui coince maintenant, c'est que des voix relayent la complexité du conflit en faisant entrer la voix de l'autre partie. Donc c'est un argument qui est particulièrement mauvais, même si j'entendais notre ami l'imam Chalroumi il y a 3 jours qui disait il ne faut pas importer le conflit israélo-arabe en France. Oui, non, mais ça c'est une autre petite pique. Est-ce que vous avez vu quand même, parce que j'en suis assez fier, mais c'est pas moi qui ai découvert ça. Est-ce que vous avez vu que la conférence des imams de France, vous pouvez demander ses statuts. Alors j'ai cru que c'était moi qui avais trouvé ça. En fait, je vais vous dire qui c'est parce que c'est quelqu'un qu'il faut connaître aussi. C'est Christophe Oberlin. Vous connaissez Christophe Oberlin? C'est le chirurgien de Gaza. C'est ce chirurgien orthopédiste qui est allé pendant 10 ans à Gaza, qui a témoigné, qui témoigne très régulièrement. Peut-être vous pourriez l'inviter et ça compléterait tout ce qui nous a été dit. Mais et Christophe Oberlin, il m'intéresse beaucoup, j'anticipe un peu sur la conférence, parce que lui, le Hamas, il l'a pratiqué pendant 10 ans. Et son témoignage est particulièrement intéressant parce que ce n'est pas un témoignage de sciences sociales ou blablabla, c'est un témoignage de vécu, purement et simplement. Il dit, mais attendez, vous me dites le Hamas, il n'aime pas les chrétiens, mais non, vous savez, le curé de Gaza, il était tout le temps avec mes amis du Hamas, tout ça. Il renvoie des données qui sont... Bon, alors, où est-ce que j'en étais C'est Oberlin qui m'a donné ça. L'article 13 des statuts de la conférence des imams de France précise que le secrétaire, le trésorier, est responsable devant le consistoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le consistoire, c'est une terminologie qui est liée à des associations de confession juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sponsors de Chalroumi, quand ils ont fabriqué son association, ils ont fait copier-coller avec une association juive, et ils n'ont pas vu qu'à l'article 13, il y avait ce mot consistoire qui était resté. Donc ça, c'est pour compléter le personnage de Chalroumi, c'est vraiment une marionnette absolue du CRIF, à tel point que le pauvre, il est responsable devant le consistoire dans la gestion de son... Bon. Ben, oui. Bon. Quels sont les secrets de la permanence du narratif israélien? Le premier point, on le connaît tous, jusqu'à plus soif, il a été mentionné, c'est évidemment l'instrumentalisation de la collaboration des Occidentaux avec les nazis, pas des nazis. Le fait que, bien sûr, les Français ont très très largement, l'écrasante majorité de la France était pétainiste, il ne faut pas oublier, hein, d'accord ?
Donc ils instrumentalisent la mauvaise conscience des Occidentaux qui veulent faire oublier leur collaboration avec les nazis. Mais ça, bon, on le sait jusqu'à plus soif. Vous avez devant vous, bien sûr, un antisémite attesté. Je suis en tête de gondole des antisémites désignés par la LICRA. Et moi, je réponds, il se trouve qu'en Israël, j'y suis allé, j'ai pratiqué des institutions israéliennes. J'ai été invité au Moshe Dayan Center, au Shasha Institute, et je dirais qu'à la limite, les Israéliens à l'intérieur sont un tout petit peu plus rationnels que la diaspora juive en Europe, qui, elle, pète les plombs complètement et devient totalement irrationnelle dans l'usage du terme antisémite. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est la façon dont la lutte, ouvrez les guillemets, lutte contre l'antisémitisme, fermez les guillemets, a été instrumentalisée par des tas d'ONG qui ont et qui continuent à faire un hold-up de la défense des valeurs universelles, et vous entrez dans le champ d'action et vous vous apercevez que vous êtes en train de soutenir Israël. Le cas le plus éclatant, je crois, c'est la LICRA, que j'ai déjà mentionné. La LICRA lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et donc pas seulement contre l'antisémitisme, mais vous vous rendez très 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 vite compte que la LICRA est devenue simplement une petite officine de défense de l'extrême droite israélienne. Mais il n'y a pas que la LICRA. Conspiracy Watch, c'est l'archétype également. On vous dit on va lutter contre la désinformation, contre les fake news, et vous regardez d'un peu près, vous regardez qui sont les acteurs, et après vous refaites l'histoire de France au cours des 15 ans, et vous allez voir la marche des beurs, la soi-disant défense de la jeunesse issue de l'immigration. Vous allez regarder, ah, Julien Drey, oula, il faisait quoi, et vous vous rendez compte que toute une série de mobilisations parfaitement universelles ont été détournées au bénéfice de la soi-disant lutte contre l'antisémitisme. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le paravent de la rhétorique israélienne. Pour comprendre ce qui nous arrive en France, il faut comprendre comment ont évolué la droite et la gauche. Peut-être ne le savez-vous pas, mais j'espère que je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 1986, l'Espagne n'avait pas reconnu Israël. Je veux dire quoi? Franco, il n'allait pas soutenir Israël. Le Pen, il n'allait pas soutenir Israël. La droite, en France, est l'extrême droite. L'extrême droite, puis la droite, a été longtemps, légitimement, parce que le mot antisémitisme, je ne le discrédite pas. Ça existe, pourvu qu'on en fasse un bon usage. Mais disons, les droites en Europe ont longtemps ont flirté avec l'antisémitisme. Encore une fois, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais été le défenseur de l'État d'Israël. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé en France? Ça tient en peu de mots. L'extrême droite a changé son fusil d'épaule. De l'antisémitisme, elle est passée à l'islamophobie. Et ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de ce qui se passe actuellement en France. Ce qui se passe actuellement en France, ce n'est pas un soutien aveugle à l'État hébreu. C'est un soutien à des gens qui ont le chic extrême de faire ce que des tas de gens rêvent de faire. Assassiner impunément des musulmans à l'arme lourde. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Israël fait ce qu'on n'a pas été capable de faire en Algérie. Si on avait tenu plus fermement la mitrailleuse lourde, on serait peut-être resté. Donc vous avez tout ce sentiment. Donc vous verrez, c'est là que je veux en venir. J'aime bien le terme islamophobie. Il est important. Mais le problème de la France va au-delà de l'islamophobie. Parce que si vous êtes noir de peau, africain de culture non musulmane, vous allez subir en France des discriminations, des insinuations, tout ce que vous voulez, très comparables à ce qui cible les musulmans dans l'espace public français actuellement. Donc le premier morceau qu'il faut comprendre, c'est que la société française, et après on verra pourquoi, il faut le comprendre, ce prurite anti-musulman, mais pas que, d'où il vient. Mais disons, le premier source d'explication de ce qui se passe en France, c'est que la droite, qui est dans une phase d'ascendance historiquement, a changé son fusil d'épaule, elle a abandonné l'antisémitisme et elle y a substitué l'islamophobie. Et la gauche, me direz-vous? La gauche, une date charnière, 2006.
le Hamas arrive au pouvoir au terme d'élections parfaitement légales, monitorées, contrôlées par l'Union européenne, etc., etc. On y reviendra. Ce que la communauté internationale, avec l'aide de l'autorité palestinienne, avec l'aide des Israéliens, a fait au Hamas en 2006, il faut vraiment prendre le temps de le dire, mais j'y reviendrai. À partir du moment où l'image du leadership politique palestinien s'islamise, c'est la fin. C'est la fin. La gauche rompt. Alors tout de suite, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans l'ADN de la gauche, l'ADN, et ça c'est très français, c'est pas anglo-saxon, hein, les révolutionnaires de 1789 n'ont pas lutté seulement contre la monarchie absolue, ils ont dû lutter contre l'Église qui était l'instrument, le collaborateur direct de la monarchie absolue. Et ça va rester dans l'ADN de la gauche. La religion est illégitime dans l'espace politique. Oui, mais, je veux bien. On ne veut pas Hamas parce qu'il affirme la présence de l'appartenance religieuse dans le champ politique. Mais, vous avez déjà entendu l'histoire de « c'est Dieu qui nous a donné la terre » ? Vous avez déjà entendu l'histoire du peuple des Lumières qui lutte contre le peuple des Ténèbres? Le judaïsme politique pour la gauche, ça devrait poser problème. Si la vraie raison de la réticence de la gauche à l'égard des Palestiniens sous étiquette Hamas, c'était la défense de la laïcité, ça se saurait. Et on verrait ce même prurite se manifester pour discréditer ce pouvoir sioniste qui était discrètement religieux dans le temps, parce que l'histoire c'est Dieu qui nous a donné la terre, ça ne date pas des colons d'extrême droite, hein, mais qui aurait dû devenir explicite à mesure que Netanyahou ayant fait rentrer l'extrême droite au pouvoir, le sionisme présentable, parce que moi je suis assez méchant, je dirais, avec des gens comme Charles Anderlin, des gentils sionistes. Des gentils sionistes qui défendent le sionisme présentable. Mais le sionisme présentable, même celui de Begin, de qui vous voulez, c'est quand même eux qui ont mis en marche la machine de colonisation. C'est quand même eux qui ont rendu totalement impossible la solution des deux États. Donc, bon, je ne vois pas tellement la différence. Mais il n'empêche que l'argument de la gauche, nous sommes anti-palestiniens, nous ne pouvons pas aider les Palestiniens parce qu'ils sont dans les mains du Hamas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On voit bien qu'il faut chercher une autre matrice explicative. La matrice explicative que, pour ma part, je propose, je la lie à la décolonisation. La France, elle a un énorme problème. Elle n'a pas tourné la page de la décolonisation. Hein? Qu'est-ce que c'était l'islam? L'islam pour la France, c'était quoi? Ah, vous avez un Kléber là qui m'a... J'ai remarqué que vous ne savez, beaucoup de gens ne savent pas qu'un des plus grands massacres de l'histoire a été commis par les troupes napoléoniennes à Gaza. 3000 soldats ottomans à l'arme blanche. Hein? Et on le sait pas tellement. Et moi je disais à mes amis qui m'accompagnaient ce matin que celui qui a assassiné Kléber a son crâne qui est toujours détenu en France. Et moi quand j'étais directeur d'institution en Syrie, il s'appelait El Halabi. Syriens continuent à réclamer le retour des restes de l'assassin de Kléber. Mais disons l'islam pour la France, en très très peu de mots. Pendant très longtemps, la rencontre entre la France et les musulmans, elle se passait chez les musulmans. En Égypte, ça commence avec Napoléon, ou en Tunisie, ou en Algérie, ou au Maroc, etc., etc. La rencontre se produisait chez les musulmans, dans une relation politique où nous étions, les Français non musulmans, en situation d'hégémonie sur les sociétés où se produisait la rencontre. Après la Seconde Guerre mondiale, roum, tout change. Après la Seconde Guerre mondiale, la rencontre, nous qui avions l'habitude de construire des cathédrales sur les hauteurs d'Alger, nous allons vivre une situation où des musulmans veulent construire des mosquées dans nos banlieues. La rencontre cesse de se produire chez les musulmans alors que nous sommes dans une situation d'hégémonie, elle se produit dans l'Hexagone
alors que nous sommes toujours dans une situation d'hégémonie, mais que cette situation d'hégémonie est nettement contestée. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc je pense que le prurit qui gagne la France actuellement, c'est que les descendants des colonisateurs n'acceptent pas que les descendants des colonisés viennent réclamer chez eux, entre guillemets, puisque les descendants des colonisés sont aussi chez eux, viennent réclamer les droits inhérents à la nationalité que leur a donné l'aventure coloniale. Et il faut bien revenir pourquoi il y a des musulmans en France, il faut bien le dire et je le dirai. Cette problématique, on le voit bien, excède la problématique religieuse, puisqu'elle s'applique à peu près, j'aime bien, vous connaissez Rokhaya Diallo, elle explique ça très très bien. Le mécanisme de la stigmatisation et de la criminalisation de la société civile musulmane, il se produit à peu près dans les mêmes termes pour les Noirs d'Afrique, même si la religion musulmane ne fait pas partie de leur capital symbolique. Donc ça, je pense que c'est vraiment le cœur de l'explication, c'est ça. La France n'a pas réussi à ce jour à tourner la page de la décolonisation. Le Hamas est-il autoritaire? Parce que dans le narratif israélien, il y a une très très vieille rhétorique qui consiste à criminaliser celui qui vous résiste. Les félagas. Les félagas, c'est le terme que nous appliquons au FLN algérien. Beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, il faut le rapporter à la situation algérienne, qui est l'archétype de la relation coloniale. L'archétype par la durée, par la volonté d'assimilation culturelle, discréditer largement les élites gouvernantes du groupe que vous voulez discriminer, c'est de la vieille soupe, c'est une très très vieille méthode. Attention, on ne se contente pas de dire le FLN est autoritaire, c'est des bandits, c'est des coupeurs de route. On libère leurs femmes. Parce qu'une arme spécifique de la diplomatie française, ça c'est vraiment très 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 français, quand il y a des gens qui nous résistent, on les menace de libérer leurs femmes, de libérer leurs épouses, leurs filles et leurs sœurs. Et que faisait Madame Massu, la femme du général Massu, un des symboles de la répression militaire française en Algérie dans les années 60? Elle expliquait aux jeunes femmes qu'il fallait que les Français restent pour qu'elles aient une chance d'être libérées. Cette rhétorique de la femme palestinienne menacée par le Hamas, on nous la sert exactement dans les mêmes termes aujourd'hui. Et il n'empêche qu'il faut la regarder de face. Est-ce que le Hamas a des moyens de... Bon, quand je parle du Hamas, je ne parle pas... Pour moi, ce n'est pas un modèle complètement théorique. Je suis allé très souvent en Palestine. J'ai rencontré des gens du Hamas. Le ministre de la convoi, j'étais dans sa cuisine. Je suis allé, à partir de 1994, quand il y a eu Gaza Ariha, j'ai eu la chance de faire des conférences devant les militants du Hamas. C'est-à-dire d'interagir, y compris avec les femmes du Hamas. Ce qui est un privilège. Il y a très très peu de non-musulmans étrangers qui ont pu discuter avec les militants du Hamas qui disaient du mal de leurs époux, en plus, en public. Ce qui, moi, me démontrait que la dynamique par laquelle les femmes essayent d'agrandir l'espace public où elles ont est universelle, d'accord? Mais donc, je ne parle pas uniquement sur un plan théorique. Quand je dis, est-ce que le Hamas gouverne de façon autoritaire, je vais vous surprendre, mais je vais dire, oui, sans doute, c'est assez vraisemblable. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour donner des leçons de libéralisme politique, nous qui avons donné la Grande Croix de la Légion d'honneur à Sissi? Nous qui avons couronné toute la gamme des dictateurs africains et arabes depuis qu'ils existent. Nous qui avons donné, j'y étais en 1990 au Caire, le traumatisme reste persistant, nous qui avons donné à Moubarak, moi j'avais une expression à l'époque, j'étais déjà très méchant, je disais, il remplissait les prisons d'une main et les urnes de l'autre. C'est-à-dire c'était une comédie. Eh bien, Alain Poher, le président du Sénat français, est venu quand même lui donner le prix Louis Michel des droits de l'homme et de la démocratie. D'accord? Qui c'est qu'il a eu aussi le même prix? Zine El Abidine Ben Ali. Et qui est le troisième? Bouteflika. Bon, qui sommes-nous
pour mesurer, pour critiquer les performances démocratiques du Hamas en termes de gestion politique. Alors, le Hamas, il faut quand même rappeler ce qu'il a vécu comme cursus politique, parce qu'on est dans une atmosphère maintenant où même les gens, en tout cas tous les acteurs, y compris musulmans, qui veulent dire quelque chose de positif sur la Palestine, ils se croient obligés d'employer une précaution orale. Je ne suis pas pour le Hamas, mais... Non, on a le droit d'être pour le Hamas. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de criminaliser l'idée même d'une résistance armée à l'occupation israélienne, c'est tout. Et je me suis amusé à le dire à Charles Anderlin. Bon, mais ça, c'est pour être sûr d'être conduit pour apologie du terrorisme. Alors, moi, je suis un petit peu déçu parce que je suis un des premiers à avoir eu des alertes d'apologie du terrorisme. Vous n'êtes pas obligé d'être intoxiqué par les réseaux sociaux, mais au tout début, moi, j'ai quand même fait un tweet assez saugrenu. Alors, les injures, c'est par centaines de milliers, par centaines de milliers. Évidemment, la LICRA avait transmis au service juridique, l'Express m'a injurié nommément, Libération m'a injurié nommément, et j'avais dit quoi? J'avais dit, de toute façon, j'ai beaucoup plus de respect pour les dirigeants du Hamas que je n'en ai pour les dirigeants israéliens. Et quand on m'a... Je suis content de... J'ai un tout petit regret vis-à-vis de l'expression de cette phrase. Je vais aggraver mon cas. Parce que littéralement, si on lit cette phrase, ça veut dire que j'ai du respect pour les dirigeants israéliens, mais que j'en ai plus pour ceux du Hamas. Et bon, il faut que je me force pour dire que j'ai du respect pour les dirigeants israéliens. Et donc, ce qui est criminel, c'est évidemment de faire commencer l'histoire de la Palestine le 7 octobre. Enfin, c'est banal de le dire, mais il faut le redire. Ce qui est criminel, c'est de confondre, et je crois que dans l'opinion française, c'est le pire. C'est ceux qui disent « je suis neutre ». C'est le Plantu. Vous connaissez le dessinateur du Monde, Plantu. Bon, Plantu, il faut savoir qu'il a quand même une tante qui vit dans les colonies. C'est pas complètement un hasard. Mais il y a des méchants partout. Il y a de l'intégrisme partout. C'est-à-dire qu'on renvoie dos à dos les agresseurs et les agressés, les colonisateurs et les colonisés. Et ça, malheureusement, c'est l'attitude d'un grand nombre de mes amis, de mes proches. « Ah non, non, on veut entendre les deux côtés. » Non, non, il n'y a pas... Il y a un moment où simplement, et on disait avant, 5 minutes pour les cratères et 5 minutes pour les canons. 5 minutes pour les canons et 5 minutes pour ceux qui ont reçu les obus. Non, c'est pas ça. Le pluralisme, c'est pas ça le respect. Donc, le Hamas... Quand il arrive au pouvoir en 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ses députés et ses ministres, ils sont emprisonnés du jour au lendemain, par dizaines. Et il est la cible d'un traquenard dans lequel, encore une fois, je reviens à l'histoire de la dame qui est sur le sol et du monsieur qui dit « c'est ma maman ». Il y a 3 tenailles sur le Hamas. Il y a les Israéliens, ils sont dans leur rôle. Mais il y a l'Union européenne qui trahit absolument toutes ses promesses. Comme l'Union européenne les a trahis quand Sisi a déposé Morsi d'ailleurs. Mais il y a aussi l'autorité palestinienne. Alors on dit aujourd'hui, le Hamas n'est pas légitime, il n'est pas élu. Il faut revenir à l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, elle n'est pas plus élue. Donc on voit bien que la mauvaise foi est totale. L'autorité palestinienne est aussi mal élue que ne l'est le Hamas. Est-ce que le Hamas est impopulaire totalement? Je ne sais pas, c'est un terrain difficile, mais on peut quand même dire qu'on a les élections étudiantes en Cisjordanie qui ont toujours envoyé des messages extrêmement clairs. C'est le Hamas qui les remportait. Alors, ce n'est pas dans Gaza, et je ne vais pas faire parler les Gazaouis, mais disons, se prévaloir de l'argument qu'il suffirait de débarrasser la Palestine du Hamas pour que ça aille mieux demain est évidemment un argument totalement inacceptable. Le problème de la société palestinienne, c'est l'occupation israélienne, ce n'est pas le Hamas. Alors après, il y a plus compliqué. Est-ce que le Hamas est islamiste? Le problème du Hamas islamiste, c'est que ça fait des dégâts, pas seulement, ça fait des dégâts dans une partie au moins des opinions arabes. C'est-à-dire que la perception des courants islamistes, c'est toujours quelque chose qui fracture les sociétés, y compris les sociétés du sud de la Méditerranée.
moi, c'est un petit peu, ça a été mon business, c'est que là-dessus que j'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai interviewé des dizaines et des dizaines de militants des courants islamistes et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire qu'ils soient devenus islamistes. De Rached Ranouchi à Abdeslam Yassine, au Maghreb, au Proche-Orient, au Yémen aussi, au Yémen où l'histoire est très différente et très très intéressante. Et j'en suis venu à développer une vision à laquelle dont je me refuse de me démarquer. Je dis, après, bien sûr, l'historicité des mouvements islamistes, elle est double. On peut dire que Afrani, Abdou, Rida, à la fin du 19e siècle, quand ils ont dit, au début, ils disaient « Oh, l'Occident, quelle merveille !» Abdou, il va à Paris, il dit oh, « J'ai vu l'islam, le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de musulmans. C'était tout propre, ça marchait bien et tout, c'était magnifique. » D'accord ? Donc, il voit l'Occident comme un modèle. Et puis, l'Occident se met à occuper l'Algérie, la Tunisie, etc. Et tout d'un coup, l'image de l'Occident se dégrade et elle devient une menace. Et j'aime bien l'historien libano-américain Albert Hourani, dit à partir de ce moment-là, aucune idéologie politique dans le monde arabe ne pourra faire l'économie de cette dimension-là. C'est-à-dire toutes les idéologies politiques devront chercher les moyens de contester l'hégémonie montante de l'Occident dans cette région. Donc ça, c'est la première temporalité. Mais la deuxième temporalité de la montée des mouvements islamistes, c'est après les indépendances. Et moi, ce que j'ai essayé, j'ai enfermé dans une phrase que je dois porter sur mon dos, j'ai dit l'islamisme, c'est le 3e étage de la fusée de la décolonisation. Et j'ai dit quoi? J'ai dit les ruptures indépendantistes se sont faites avec un lexique qui n'était pas le lexique musulman. Le lexique musulman n'était pas loin. Mais disons, je veux plus de ton drapeau, tu le ramènes chez toi, tu es assis sur ma chaise, casse-toi. C'est les indépendances politiques, d'accord? Les indépendances politiques ont ouvert la marche à un second étage de la fusée de la décolonisation. Tu as emmené la clé du canal de Suez avec toi. Tu as emmené le contrôle sur les pétroles algériens. La France, elle contrôle le pétrole algérien jusqu'en 65. Elle contrôle le Sahara. Elle fait d'ailleurs des explosions atomiques. Donc le second étage s'exprime avec la terminologie du marxisme qui est celle des nationalisations. Mais pour moi, les courants islamistes, c'est ceux qui arrivent derrière et qui disent, dorénavant, pour exprimer mes besoins à l'intérieur de ma société, pour m'exprimer sur la scène internationale, je ne vais plus employer le lexique du marxisme ou du libéralisme qui m'a été plus ou moins imposé par le colonisateur. Je vais revenir au lexique de ma culture héritée. Il se trouve que ma culture héritée, la seule qui a résisté à l'hégémonie occidentale, c'est ma culture religieuse, au sens le plus large du terme. Et souvent, j'emploie une phrase avec laquelle certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Je dis, ce qui fait la force du discours islamique en termes politiques actuellement dans toute cette région du monde, puisque c'est ce lexique-là qui a donné des majorités dans les printemps arabes, c'est pas la peine d'essayer de dire le contraire. Ce qui fait sa force, c'est pas tellement sa dimension sacrée, c'est sa dimension endogène, homemade. Quand je parle musulman, j'emploie le lexique que j'hérite de mes ancêtres et qui fait l'économie de l'influence occidentale importée sur la scène des colonisateurs. D'accord? Donc le Hamas, il est islamiste comme n'importe quelle formation politique de la région, ni plus ni moins. Le Hamas, il est en retard sur le rythme de l'émergence des courants islamistes. Pourquoi il est en retard? Parce que l'autorité palestinienne, l'État palestinien, a mis moins de temps à avoir tous les défauts des États, par exemple maghrébins. Pourquoi? Parce qu'il était inachevé, il était encore en lutte nationaliste. Donc l'autorité palestinienne, elle avait encore des dividendes de sa lutte nationaliste. Elle va les perdre, elle va se dévoyer, elle va se discréditer. Le Hamas, il est banalement islamiste comme tous les courants qui ont émergé dans cette période-là de toute la région arabe, et ça englobe la Turquie dans une problématique qui n'est pas complètement différente. Donc il faut qu'on arrive dans les discussions à refuser ce prix à payer de la criminalisation du Hamas.
le Hamas est un acteur politique légitime d'une banalité. Ces modes d'expression sont d'une banalité absolue au regard de formations politiques qui sont arrivées au pouvoir en Égypte, en Tunisie, etc., avec lesquelles la France a accepté de dialoguer très légitimement. Alors que vous le savez, le Hamas, c'est l'exception. J'ai fait beaucoup de sales boulots. Pendant au moins de mes boulots, j'avais un passeport diplomatique. Parce que je dirigeais l'Institut français du Proche-Orient et sur 5 pays, et j'avais un passeport diplomatique. Et un jour, mon avion atterrit à Doha, et mon téléphone sonne, et c'est mon ambassadeur qui me dit « Ah, cher Burga, j'ai vu que vous alliez à un séminaire sur l'islam politique, j'ai vu les participants, qu'il soit clair que vous n'avez pas le droit de serrer la main à un membre du Hamas. » C'était ça, la situation, jusqu'à quelques années. Alors après, j'ai vécu cette situation en 2011 à l'Institut du monde arabe. Alain Juppé, au terme d'un très long séminaire, a dit, donc c'était au moment où Moubarak venait d'être renversé, où Morsi émergeait, où Nahda émergeait en Tunisie également, et Alain Juppé a dit, j'ai donné les consignes aux diplomates français de communiquer, de engage, comme on dit en anglais, toutes les forces politiques, y compris, alors il paraît qu'ils avaient discuté pendant 2 heures pour savoir s'ils allaient dire islamique ou islamiste. Et alors ils ont trouvé que islamique c'était moins dangereux. Donc, y compris les forces islamiques, sous réserve qu'elles ne prônent pas l'usage de la violence. Donc la France a eu des relations rationnelles, même si Sarkozy a été le dernier à féliciter les Tunisiens de Nahda quand ils ont remporté les élections. Normaliser ces relations avec des formations politiques telles que le Hamas. D'accord ? Donc il n'y a vraiment aucune raison de criminaliser le Hamas sur la base de son autoritarisme ou de son islamisme. Et ça, c'est une ligne de front, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Je vais essayer d'abréger en résumant. Qui sont les forces politiques qui veulent que nous criminalisions aujourd'hui l'islam politique, comme on dit, d'accord ? Il est important de savoir qui on a en face de nous quand on se bat. Et vous allez voir, ça ne donne pas le moral, parce qu'ils sont nombreux. Qui est-ce qui cherche à imposer une vision criminalisante des forces labellisées comme islam politique ? Premièrement, mes tripes à moi, occidental non musulman, français non musulman, mes tripes. Oui, c'est vrai, c'est dur de voir émerger une alternative aux discours, aux catégories dont j'ai toujours cru qu'elles avaient le monopole, je jargonne un peu, le monopole d'expression de l'universalité. J'ai toujours cru que si on disait Bismillah, oh non, ça ne pouvait pas aller bien derrière. Hein, il valait mieux. On n'allait même pas attendre. Quand on entend Bismillah, on dit oh là, le disque a dérapé. On n'est plus sur le terrain de l'humanisme et de l'universel. Et en fait, non. Donc les tripes des occidentaux non musulmans ont une réticence naturelle qu'il vaut mieux regarder en face, d'accord ? Après, qui est-ce qui flatte ces tripes-là ? Tous les régimes autoritaires arabes. En 2019, vous avez le cheikh Issa, ex-ministre de la Justice d'Arabie Saoudite, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui vient à Paris et il dit à Macron, je viens vous aider, on ne va pas lutter contre même pas l'islamisme, même pas le fondamentalisme, même pas le terrorisme, même pas le djihadisme, l'islam politique. Nous venons vous aider, disent les Saoudiens, ça manque pas d'humour, à lutter contre l'islam politique. Quelques semaines après, Sisi est là, et ça fait des gros titres dans le Figaro. On vient vous aider à lutter contre l'islam politique. D'accord ? C'est en fait déjà 2 catégories. Hein. Mes tripes et les pouvoirs autoritaires arabes. Bien sûr, les Israéliens. Tout le système médiatique israélien. Alors là, il faut savoir que ça ne leur a pas pris l'année dernière. Il faut savoir qu'en 2001, enfin, j'espère que vous vous en souvenez, en 2001, après les attentats du 11 septembre, Sharon exporte une représentation, il dit « Vous avez Ben Laden, nous avons, pas le Hamas, nous avons Arafat. »
D'accord? Donc déjà Arafat, qui était en compétition avec les acteurs religieux, qui était en compétition avec le Hamas qui n'existait pas à l'époque, il est déjà, on nous demande déjà de le percevoir comme totalement inacceptable, criminalisé au nom de son islamisme. Alors après, ça se complique un petit peu. Il y a malheureusement dans le monde musulman une élite, une frange des élites surmédiatisées qui flatte l'islamophobie d'atmosphère de la France. Alors les noms, vous les connaissez, j'ai dit Chalroumi, mais c'est le plus pitoyable. Mais il y a pire que Chalroumi. Il y a Kamel Daoud, il y a les écrivains algériens, il y en a plein, même en Égypte, mesquine. Cet écrivain, malheureusement chrétien, très 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 connu, vous allez m'aider, Aymarat Yacoubian, qui est-ce qui a lu l'immeuble Yacoubian, un grand écrivain de la gauche, Samir Amin, mesquine. Hein, vous avez une frange des élites musulmanes surmédiatisées en Europe qui alimente l'islamophobie. Hein. Et puis, là, ça se complique encore, mais il ne faut pas oublier qui est-ce qui fabrique. Je dis le discours de haine contre l'islam est un discours qui est le produit d'une action de coopération internationale. Et il y a un acteur, malheureusement, qu'il ne faut pas oublier. C'est la vraie frange radicale, inacceptable de certains courants dits islamistes. C'est Daesh. C'est les talibans quand ils croient nécessaire de refuser l'accès à l'éducation aux femmes. C'est les Iraniens, et je ne suis pas gêné pour le dire parce que moi je l'ai écrit au moment de la Révolution, je suis censé être un agent de l'Iran, mais lorsqu'ils interfèrent, il y a un principe que vous connaissez tous mieux que moi qui est pas de ikrah fid din. Et quand on interfère de façon volontariste avec les codes vestimentaires, quelque part on peut dire non, ça ne le fait pas. On n'a pas le droit d'imposer par la force des codes vestimentaires. Si demain les femmes iraniennes sont libres de se vêtir comme elles veulent, moi je vais vous dire une chose, j'ai toujours le sentiment, et je suis relativement familier de l'Iran, qu'une très large majorité des femmes continueront à porter le hijab. Mais je préférerais ce hijab-là que personne ne puisse me dire, elles le portent par obligation. Et évidemment, le pire du pire, on l'a eu, disons que Daesh a fait tout ce que l'imaginaire occidental souhaitait attribuer aux musulmans de base. C'est-à-dire, il a eu des comportements. Daesh, et moi Daesh, j'ai vraiment suivi de près, j'étais en Syrie quand ça monte, quand ça se fabrique. Je vais vous dire un secret, vous le répétez à personne. En tant que directeur de l'Institut français du Proche-Orient, j'ai reçu du sponsor de la cimenterie Lafarge. Les ciments Lafarge ont cimenté la restauration d'une maison ottomane dans la citadelle d'Erbil. C'est-à-dire que je pourrais être accusé d'avoir quelque part eu cet argent qui est supposé avoir financé Daesh. En fait, j'ai un avis tout à fait contrasté sur cette affaire, mais elle échappe. Mais Daesh a manié deux types de violence. Une violence réactive contre la violence qu'exerçait le régime syrien. Et celle-là, elle doit être contextualisée. Elle est jusqu'à un certain point légitime. Il faut bien rappeler que les violences commises par Daesh, par rapport à celles commises par le régime, c'est dans une relation de 1 à 10. De 1 à 10. Les horreurs en Syrie, c'est le régime qui les a commis, c'est pas Daesh. Simplement, Daesh, il les mettait en vidéo, il les distillait. Et Daesh a commis une seconde forme de violence qui est totalement inacceptable. Les Yézidis, se trouvent, j'ai eu la chance d'aller les voir. Les Yézidis, vous avez l'impression que vous remontez 10 siècles en arrière. Hein, ce sont des créatures extrêmement bizarres. Les Yézidis ont été esclavagisés. Alors, les Yézidis ne participaient pas à la formule politique qui opprimait les sunnites. Non, ils n'avaient rien à voir. C'est des babacools dans une montagne. Hein. Ils ont été esclavagisés au nom du seul fait qu'ils n'appartenaient pas à l'orthodoxie musulmane. Alors ça, bien sûr, il faut le condamner de façon entière, sans aucune contextualisation. Et il faut comprendre, évidemment, les attentats, si vous analysez l'opinion publique française, le Bataclan, c'est une frontière. C'est une frontière, l'irrationnel va faire irruption dans la perception de la présence musulmane tout entière. J'ai oublié juste une petite
Je voulais dire pourquoi il y a des musulmans en France. J'aime bien donner un témoignage un petit peu personnel. Pourquoi il y a des musulmans en France? Il y a des musulmans en France parce qu'il y a eu l'épisode colonial, bien sûr. Parce qu'on a donné la nationalité à des gens chez qui on s'était comporté comme le propriétaire. Mais il y a également, et là c'est une anecdote personnelle, en 1963, mon papa, ma ville d'origine c'est en Savoie, il y a des barrages hydroélectriques qui ont attiré les grandes aciéries. Mon père, il travaillait dans une grande aciérie, et un jour de 1963, et ça m'a marqué, ça m'est revenu longtemps après, il m'a dit, tu vois, il m'a fait visiter l'usine, et il m'a dit, tu vois les autobus là, il y avait 6 autobus, je les revois très bien, marron, et il m'a dit, tu vois, toutes les semaines, ces autobus, ils partent dans une région qu'on appelle le Rif. Rif, hein, c'était au Maroc. Et toutes les semaines, ils reviennent pleins. Et si ces autobus n'étaient pas là, il a dit, la boîte n'en saurait pas où elle est. C'est-à-dire, on n'aurait pas ce niveau de richesse que nous avons réussi à mettre sur pied. Donc ça, bien sûr, il faut le dire. Hein. Et donc, quand on veut agir et raisonner, il faut tenir tous ces éléments que j'ai essayé d'identifier. L'existence de Daesh, l'existence d'un leadership musulman qui reste de marbre quand sa mère se fait assassiner, et cette vague profonde qui malheureusement travaille la France plus encore. Quelle est la différence entre la France et la Grande-Bretagne et les États-Unis? C'est que les Britanniques, quand ils ont vu un monsieur avec un turban, une barbe, qui a dit « Est-ce que je peux être flic chez vous ?» Ils ont réfléchi, ils ont dit « Oui ». Hein, c'était un sikh. Des dames muhajaba, est-ce que je peux être professeur, lawyer? Oui, pas de problème. Et plus que ça, j'aime bien raconter ça. J'étais en Australie, quand il y a eu les émeutes en France en 2005, moi j'étais en Australie, et en Australie, ils ont ouvert une ligne de bus entre Sydney et la côte, et des gens qui n'allaient pas se baigner sur une telle plage, ils sont allés. Ces gens, on les appelait des libs. Des libs, c'est le mot vulgaire pour dire, ça veut dire libanais, ça veut dire des musulmans. Donc il y avait des libs et ça a donné lieu à des émeutes. Qu'ont fait les Australiens? Les Australiens de deuxième catégorie. En 2005 en Australie, la gauche a pris le pas sur la droite. La droite, elle disait « No repentance ». Nous ne reconnaîtrons jamais notre part de responsabilité dans la destruction de la population aborigène. Les autres, ils sont arrivés et partout, ils mettaient des panneaux « Ouh là là, notre responsabilité est d'engager ». La gauche australienne, elle a dit « Il faut qu'on soigne le cœur de la nation ». Qu'est-ce que c'est le cœur symbolique de la nation? Au Canada, c'est la garde montée. En Australie, c'est les lifesavers. Ceux qui plongent, les hommes et les femmes qui plongent dans les vagues de l'océan pour sauver les baigneurs qui se noient. Et ils ont dit, mais il faut qu'on ait des musulmans visibles dans le cœur symbolique de la nation. Et les femmes musulmanes ont dit, ben ouais, mais on a un petit problème avec le maillot de bain. Et les Australiens, à la totale différence des Français, ils ont inventé le burkini. Le burkini, moi j'en mets un 3 fois par semaine. C'est une combinaison de natation. Moi j'en ai une, il fait froid en ce moment. Non mais c'est ni plus ni moins. Mais les Australiens ont légitimé le port d'un maillot de bain couvrant comme on en porte quand on nage en eau froide, ni plus ni moins. Hein. En France, c'est vraiment une anecdote que je n'ai jamais racontée, mais j'ai une cagoule, vous savez, une cagoule contre le froid. Et je nage des fois dans une piscine extérieure, une 50 mètres extérieure. Et une fois, à côté d'Aix-en-Provence, je mets ma cagoule. Et je vois le maître nageur qui arrive et monsieur, il ne savait pas par quel bout le prendre. Moi, je suis un homme, qu'est-ce que tu vas me raconter comme connerie? Eh bien, il voulait me faire enlever ma cagoule parce que ça ressemblait trop à un hijab. Il m'a dit, oui, mais mes collègues, ils ne vont pas comprendre. Voilà la différence entre les anglo-saxons et les Français. Et les Canadiens ont dit, on veut des femmes musulmanes dans la garde montée, hein, alors que les Français, nous, on bloque complètement, et c'est notre spécificité. Donc voilà, si on veut agir, je pense qu'il faut qu'on maîtrise les paramètres que j'ai essayé d'identifier ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire très, très, très immédiatement? Rien qui va faire des miracles, on est bien d'accord. Mais peut-être des petites choses qui peuvent faire... Oui, vous pouvez prier et croire que vous allez faire des miracles. Oui, je vous le laisse. Et j'ai un saint patron, Saint François d'Assise, il y croyait aussi. On est sur le même terrain. Mais si on ne fait pas de miracles, on peut déjà, moi j'encourage très, très, très fortement à utiliser BDS.
boycott des investissements, sanctions. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas... Il faut savoir que plein de restaurants de la chaîne McDonald's ont été obligés de fermer. Il faut savoir, moi j'ai découpé ma carte, mon épouse est une addicte de Carrefour, et elle avait une carte. Alors j'ai découpé la carte, crédit, vous pouvez retrouver, je l'ai photographié, et je l'ai mis, pour moi Carrefour c'est fini. Alors je ne réussis pas tout le temps, j'avoue qu'avec Amazon, j'ai dit que je boycottais Amazon, des fois je cède, il y a des trucs, bon, mais boycott des investissements, sanctions, vous tenir au courant, utiliser des applications, c'est vraiment un petit quelque chose, c'est vraiment le minimum. Je voyais l'autre jour sur Twitter un cheikh à la Mecque qui disait « mais vous allez arrêter de bouffer dans le Kentucky Fried Chicken ». Il se mettait devant, il empêchait à la Mecque les gens d'aller, évidemment en Arabie Saoudite, bon, en Égypte, etc. etc. Mais en France, c'est une pression. L'autre petite chose que l'on peut faire, moi je continue à y croire beaucoup, dans un des quartiers d'Aix-en-Provence où il y a une majorité de population musulmane, c'est le RN qui est élu tout le temps. Pourquoi? Parce que personne ne vote. Que personne ne vote. Alors je sais, oui, si les musulmans votent, tu dis oui, ça ne va pas changer grand-chose. Non, je suis désolé, ça peut changer quand même un petit peu. Et donc je pense, vous avez vu Rima Hassan, cette magnifique personne, j'étais à son meeting l'autre jour à Marseille, c'est une très très belle personne. Eh bien, si on ne se bouge pas un petit peu, on n'arrivera pas à la faire élire. Et je pense qu'il y a dans la communauté musulmane les ressources pour envoyer un signal très 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 fort. Mais je suis pessimiste parce que bon, hier soir, j'ai écrit au fils d'une collègue de mon âge, mais au fils de 30 ans, 40 ans, et je lui dis comme ça en rigolant, je lui dis tu veux me faire un petit plaisir et tout, tu peux aller voter le 9. Il a dû regarder son mail comme ça. Mais je pense que si chacun d'entre nous, on arrive d'une part à aller voter et d'autre part à faire voter 3 ou 4 personnes, oui, pour l'instant, c'est d'une des toutes petites possibilités. Sinon, pour le reste, comme je ne sais pas le dire en turc, je vais le dire en arabe, mais je dirais as-sabr jamil. Pour le reste, il faut qu'on considère qu'on a encore besoin de patience, parce que je ne suis pas optimiste, je ne pense pas que ça va s'améliorer, mais on va tenir bon. Voilà, merci infiniment de votre attention. Merci infiniment.